Salut, c'est Guillaume Canet. Eh bien oui. Eh ben oui, non mais voilà, c'est ça, il faut le dire au bout d'un moment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Bienvenue dans La Vie désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, Cannes, jour 10. Vous vous rendez compte, jour 10, on approche progressivement de la fin de ce festival et pourtant, des films et des surprises, il y en a qui nous attendent, tout simplement. Alors, aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, nous n'allons parler que de 2 films, comme on l'avait pu le faire avec Substance et Sauvage, pour une raison toute simple, c'est que le dernier film que j'ai vu hier à 22h, c'est du suicide de mettre un film de ce niveau à 22h30 en fin de festival. Ça s'appelle All We Imagine as Light de Kapadia. C'est un film indien et le gros souci c'est que alors je n'ai pas dormi devant mais je n'ai vu que des images, c'est-à-dire que je n'ai rien d'autre, je n'ai aucune connexion avec ce film, je suis incapable de pouvoir en parler, donc je suis désolé, je ne parlerai pas d'un des films de la compétition, non pas que je ne l'ai pas vu, tout simplement parce que je n'ai vraiment rien à dire dessus, même si les retours sont globalement très bons sur le film, donc, mais pour ma part je ne pourrais pas vous en parler. Donc aujourd'hui nous allons, comme je vous ai dit, parler de 2 films, 2 très gros films français, des grosses attentes, des gros budgets et de très longue durée, à savoir Le Comte de Monte Cristo et L'Amour ouf. Nous allons commencer avec Le Comte de Monte Cristo réalisé par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. Alors c'est 2 réalisateurs que je connais uniquement grâce au film Le Prénom, qui avait été, je ne sais pas si je peux dire une belle surprise quand il était sorti en 2012, mais en tout cas c'était un agréable moment. C'est un film que j'avais vu quelques fois, que je n'ai pas revu depuis, mais sur lequel je m'étais bien éclaté. Et ensuite ça avait été aussi les scénaristes de divers films, notamment des assez mauvais 3 Mousquetaires, les films qui étaient sortis l'année dernière. Donc c'est vrai que quand ce film a été annoncé, Le Comte de Monte Cristo, on s'est dit tiens, il y a une sorte de redécouverte un petit peu de l'œuvre de Dumas à être adaptée sur grand écran. Et quand on a vu le résultat qu'ont donné les films de Martin Borbolon, on s'est dit aïe aïe aïe, c'est pas fameux. Forcément, quand tu as vu les 3 Mousquetaires, l'attente envers Le Comte de Monte Cristo était bien redescendue, et quand la première bande-annonce est sortie, il y a eu 2 teams. La team qui se disait ça va être nul comme les 3 Mousquetaires, et l'autre team dont je faisais partie qui se disait bon, déjà ça a l'air mieux que les 3 Mousquetaires, ce qui est pas trop compliqué, mais déjà tu sens qu'il y a un meilleur travail au niveau de l'image, et que potentiellement ça peut être un bien meilleur film. Et une seconde bande-annonce sort, et pareil, c'est une bande-annonce qui me met vraiment en confiance. Puis quand tu vois toutes les personnes de l'équipe technique qui parlent du film, tu te dis waouh, les moyens ont été mis, le budget tu le vois à l'écran, tu le vois à travers les images, donc tu te dis ok, personnellement je partais plutôt en confiance. Donc je l'ai découvert hier à 8h30, après évidemment si c'est à 8h30 j'ai pas fait une nuit de fou, donc j'avais un petit peu peur de me dire waouh, est-ce que les 3 heures ça va aller parce que voilà, c'est aussi un film très dense, 3 heures, sachant que les 3 Mousquetaires, ils avaient coupé en 2h, 2h15 les 2 films. Là, tu dis, waouh, ces 3 heures, ça risque d'être un sacré morceau. Et ben, quelle bonne surprise. Alors, du coup, je peux pas vraiment dire surprise parce que c'est un film sur lequel j'étais très enthousiaste et assez confiant. Mais quel bon film, vraiment. Et ça fait vraiment trop plaisir de voir que le film est à la hauteur des attentes et que non seulement il est meilleur que les 3 Mousquetaires, mais c'est que aussi, c'est un film qui arrive à se tenir en tant que tel. C'est un grand film d'aventure et on va rentrer un petit peu plus en détail. Alors déjà on va faire 2-3 petits comparatifs, c'est que la photographie cette fois-ci est bien retravaillée. Alors elle est toujours faite par le même directeur de la photographie, à savoir Nicolas Bolduc, qu'on retrouvait du coup sur Les 3 Mousquetaires. Donc il y avait une petite crainte de dire ah là là, est-ce qu'il va renouveler? Et ben non en fait, donc peut-être parce que cette fois-ci les cinéastes qui sont derrière et ils sont 2, peut-être qu'ils savent un petit peu comment donner cœur à un film, cœur à une image et à vraiment bien savoir la retravailler au lieu de vraiment faire cette teinte marronâtre, jaunasse qui était vraiment pas belle dans les 3 Mousquetaires. Et outre la photographie, je trouve que les FX, eux également, sont vraiment très propres. Alors je sais plus combien a coûté le film, je sais que ça se compte en plusieurs dizaines de millions, mais on voit le budget à l'écran, on le voit à travers les divers décors, dans certains, ça se voit, ont été faits en studio, mais s'intègrent parfaitement avec les décors extérieurs qui sont du coup château ou autre. Ça se voit aussi au niveau de la photographie, des FX comme je vous ai dit. Enfin, on sent qu'il y a un vrai soin qui a été pris déjà sur l'image. Autre point qui m'avait dérangé dans les 3 Mousquetaires et que là je trouve qui est bien amené dans Le Comte de Monte Cristo, c'est au niveau du langage et au niveau du jeu des acteurs. C'est que chez les 3 Mousquetaires, il y avait ce truc un petit peu de
langage un petit peu ancien, comme si déjà à l'époque, il parlait d'une manière très soutenue, très littéraire, comme on pourrait le retrouver dans l'œuvre de Dumas. Et là, le film a l'intelligence que, à part sur certaines scènes, les dialogues sont écrits avec une sorte de langage assez moderne. Alors, ça va pas non plus avoir les familiarités actuelles, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit la manière dont le texte est écrit, la manière dont il est posé et la manière dont il est joué, c'est du langage actuel commun ou soutenu. Et c'est quelque chose qui fait que c'est assez agréable à suivre. T'as pas cette distance qui se forme ou ce truc qui te donne l'impression que ça peut être plus que son cul ou je ne sais quoi. C'est deux aspects qui, déjà sur les Trois Mousquetaires, il y a déjà ce gap-là qui a été atteint. Mais ensuite, le film en tant que tel, si on enlève la part les Trois Mousquetaires, qu'est-ce qu'on peut en tirer? En termes de mise en scène, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une caméra qui est vivante, qui bouge, qui va vraiment te montrer, te magnifier tant les décors que les relations entre les personnages. Et surtout, c'est un film qui embrasse totalement l'épopée qui se passe sur plusieurs décennies. C'est vraiment un gros film d'aventure où tu voyages, où tu as cette caméra qui va filmer tous ces passages en cavale. C'est un film qui arrive vraiment à avoir un certain artisanat pour mettre en image et avec grandeur l'histoire d'Alexandre Dumas. Tout ça, c'est aussi porté par une troupe d'acteurs et d'actrices qui sont vraiment très investis. Évidemment, c'est impossible de ne pas parler de Pierre Ninet. Pierre Ninet qui en plus, il y a quelque chose que j'apprécie plutôt pas mal dans ce film, c'est que c'est un rôle à multifacette. Alors, je n'ai pas lu Le Comte de Monte Cristo, mais si vous l'avez lu, Le Comte de Monte Cristo va par différents moments devoir rencontrer des personnes, et en fonction des personnes qu'il va rencontrer, il va devoir lui-même s'adapter en fonction de ces personnes, et ça là va s'adapter de la simple transformation vocale à une transformation physique, vocale, au niveau de la langue également. Enfin, c'est quelqu'un qui peut changer du tout au tout d'une scène à une autre. Et le fait de donner ce rôle à Pierre Ninet, ça lui permet au sein du même film, au sein du même rôle, de pouvoir avoir différentes facettes, avoir différentes manières d'interpréter et du coup, construire au fur et à mesure le personnage du comte de Monte Cristo. Et par rapport justement à cette idée de Pierre Ninet qui va avoir différents rôles, il y a tout un travail au niveau de la prothèse et du maquillage, parce que du coup, grosso modo, le comte de Monte Cristo, ça raconte l'histoire d'une vengeance. Edmond Dantès, qui est accusé innocemment, qui est jeté en prison et qui va revenir 20 ans plus tard, et pour pas qu'il soit reconnu par les gens qui l'ont jeté en prison, il va utiliser une sorte de masque. Et la manière dont c'est utilisé, la prothèse, je trouve que c'est assez intelligent, c'est assez pertinent, parce que il y a une sorte d'étrangeté qui a lieu quand on le voit, c'est-à-dire quand on reconnaît Pierre Ninet, mais en même temps, on voit que c'est pas exactement la forme de son visage. Et je trouve que là, le travail sur la prothèse est vraiment hyper intelligent. Et c'est quelque chose qui est souvent dit au niveau de la cérémonie des Césars, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas une catégorie spéciale maquillage ou prothèse. Aux États-Unis, ils le font, et en France, on a de vrais. Encore une fois, hein, il y a un vrai artisanat. Je vais me répéter par rapport à ça, mais il y a un vrai artisanat. Là, c'est le genre de film qui mériterait totalement d'être récompensé pour ce genre de travail. Bon, là, je parle que de Pierre Ninet, mais tout le reste du casting s'en sort très bien. Que ce soit Anaïs de Moustier, Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, tous arrivent vraiment à jouer leur partition, tout en jouant du coup cette caste-là. Ça arrive à le faire avec justesse, un poil de caricature, mais c'est toujours servi par le texte, comme je vous ai dit, qui reste assez actuel, si je puis dire. Donc voilà, c'est très agréable à suivre. Par contre, je vais avoir deux, trois petites limites avec le film. La toute première, c'est vraiment qu'un détail. Je me dis, ah tiens, c'est assez parlant. Vous avez peut-être pu le voir, Pierre Ninet en a parlé plusieurs fois. Il y a une scène qui est tournée en plan séquence de Pierre Ninet qui a du coup dû faire de l'apnée, de lui qui s'échappe de la prison. Et ce plan est tourné en plan séquence de lui qui est dans l'eau et qui doit sortir pour remonter à la surface. Ce plan-là était tourné en plan séquence pour vraiment te montrer le temps, te montrer que il est vraiment sous l'eau en train de retenir sa respiration pour pouvoir en sortir. Je crois que le plan, il me semble qu'il avait dit durer une minute 30. Ce qui est dommage, c'est que quand on le voit au film, au bout d'un certain moment, et c'est pas à la fin du plan, c'est au bout d'un certain moment, le plan coupe pour un plan légèrement plus haut tu vois Pierre Ninet en train de partir pour remonter sur la surface. Et ce que je trouve dommage à travers ce plan, c'est que le fait de ne pas l'avoir laissé jusqu'au bout, de ne pas l'avoir laissé jusqu'au moment où il s'élève pour remonter à la surface, c'est pas que ça brise le truc, c'est que je me suis dit, tiens, c'est con, parce que c'est pas assumé jusqu'au loin. Alors peut-être parce que c'est pas possible, il y avait un faux raccord, ou il y avait quelque chose qui dérangeait, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir poussé ça jusqu'au bout. Dans l'ensemble, comme je vous ai dit, la réalisation est vraiment très bien tenue. Elle arrive vraiment à iconiser les scènes. Mais c'est vrai que par instant, il y a des petites coupes où tu te dis, c'est dommage, j'aurais pu peut-être laisser durer le plan encore quelques secondes pour
ou rajouter de l'immersion, ou pour continuer à vraiment laisser durer les choses, parce que des fois c'est là où ce qu'on arrive à vraiment non seulement s'immerger, mais aussi à croire à ce qu'on voit. Aussi, et c'est un point sur lequel certains vont revenir, je pense, c'est au niveau du scénario. Alors comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le livre, donc je ne connais ni les grandes lignes, ni de quoi est fait le livre, et quels sont les liens qui relient chaque situation dans le livre. Mais c'est vrai que là, il y a des parties que je trouve assez ratées. Notamment pour moi, le point noir de ce film, c'est toute la partie où Pierre Ninet est en prison. Il y a cette partie-là où j'ai l'impression que tant que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit au niveau de la cohérence, que ce soit au niveau des facilités scénaristiques, il y a plein de choses mis bout à bout qui vraiment font que c'est une séance que non seulement à laquelle je ne crois pas, sur laquelle je me pose plein de questions et à laquelle je me dis ça, pour moi c'est trop, je ne peux pas. Là, ma suspension d'incrédulité, je peux pas passer outre. Alors juste pour préciser, c'est quand dans un film, vous savez que c'est un film, donc il va user de certains clichés, de certains aspects, mais vous acceptez du moment que le film le fait plutôt bien. Et là, justement, je trouve que le film va aller vraiment sur une écriture assez lourde et qui va se permettre des choses pour faire avancer le récit. D'autant plus que c'est une partie que je trouve assez longue. Parce que voilà, comme je vous ai dit, le film fait 3 heures et l'introduction du film fait 1 heure. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il introduit le film, pendant 1 heure, il prépare son plan, et pendant 1 heure, il va l'exécuter. Et là, je vais rejoindre un autre défaut du film, c'est que une fois qu'il exécute, comme je vous ai dit, c'est 1 heure, mais en vrai, c'est plus 1h30, et ensuite, il y a les 30 dernières minutes où il va exécuter son plan. Et le problème, c'est que je trouve que la manière dont il va exécuter son plan et la manière dont il va rabattre les cartes, après avoir bien placé tous ses pions au fur et à mesure, je trouve que ça arrive beaucoup trop rapidement. Alors, comme je vous dis, le film dure 3 heures. Il y a dû avoir un nombre de coupes pour réussir à atteindre les 3 heures. Et je trouve que c'est bien vraiment de faire un gros film de 3 heures plutôt que 2 films moyens de 2h15, comme ça avait été le cas encore une fois avec Les Trois Mousquetaires. Donc franchement, l'idée des 3 heures, c'est une très bonne idée. Et c'est un film qui n'a pas réellement de temps mort. Par contre, des fois, c'est pas qu'il a des temps morts, c'est qu'il a des choses qui sont un peu inintéressantes. Comme je vous ai dit, le passage de la prison, je pense qu'il pourrait être raccourci pour... Et ce temps que tu gagnes sur la prison, tu aurais pu le mettre au niveau du moment où il exécute son plan, parce que comme je vous dis, il rabat les cartes beaucoup trop rapidement. En 2 minutes, il y a 2 des personnes qui veulent faire tomber qui tombent. C'est beaucoup trop rapide, d'autant plus que t'as pas le temps de apprécier sa victoire sur l'un que immédiatement après, tu as l'autre qui est en train de tomber. D'autant plus que sur l'un des deux, il y a le plan, je ne comprends pas exactement de ce qu'il en retourne. Je lis mes notes parce que la fatigue et tous les films que j'ai vus fait que maintenant j'ai un peu plus de mal à parler des films. Mais c'est vrai que aussi, il y a aussi autre chose, c'est que le film, en fait, comme dans le livre, il y a 20 ans de différence entre le moment où Edmond Dantès subit son injustice et le moment où il vient se venger. Et l'autre souci, c'est que là encore, ma suspension d'incrédulité me dit c'est bizarre parce que je ne crois pas que sur la première scène, Demoustier, Ninet et Bouillon ont 20 ans. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y a 20 ans qui se passe entre le film. D'autant plus que le film a quelque chose de assez bizarre pour conclure un arc du film et faire des sautes dans le temps. C'est des fondus au noir et je trouve que c'est une manière assez, un peu maladroite de conclure ces arcs qui des fois en plus arrivent durant des scènes d'action et tu te dis mais t'essaies de couper un peu la violence ou autre, mais à part ça c'est un film qui est, comme je le dis, très agréable à suivre. Les acteurs vraiment se donnent à cœur joie. Pierre Ninet porte le film, c'est, je trouve, vraiment un vrai plaisir à suivre, à faire les liens entre tous les personnages. Des fois c'est un peu grossier, mais encore une fois c'est un travail d'adaptation, donc j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas à quel point le film prend une liberté par rapport au livre. Il y a un vrai souffle d'aventure qui transparaît dans tout le film, qui fait que c'est hyper agréable et ça va être peut-être une très bonne surprise pour vous. En tout cas, pour ma part, ça a été un excellent moment. Et voilà, donc le film sort fin juin. Je vous encourage à le découvrir. Vous risquez d'aller le voir parce que ça va être une grosse sortie. Mais en tout cas, je suis très content de voir que le film est aussi bon que ce que j'espérais. Les premiers retours sont assez positifs aussi envers le film. Donc voilà, j'espère que vous aussi, de votre côté, quand le film sortira ou s'il y a des avant-premières, il vous plaira tout autant. J'espère que cette critique vous rassurera sur le film en espérant que c'est pas un nouveau naufrage. Et enfin, l'autre très grosse attente de ce festival de Cannes, qui était aussi une surprise pour tous d'un film qui, on n'aurait jamais cru, finirait en compétition, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Alors, Gilles Lelouch, je n'ai vu qu'un seul film de sa part, et le film que j'avais découvert, c'était Le Grand Bain, qui était un film que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé sensible, qui parlait de cette dépression à travers des hommes qui étaient un petit peu brisés également. Je trouvais le travail de la photo vraiment belle, la musique, il y avait John Bryan, celui qui avait fait notamment Eternal Sunshine. Donc il y avait quelque chose de très agréable à travers ce film. C'était pas son premier de souvenir, c'était son
deuxième long, et après c'était pas la première fois qu'il touchait à une caméra. Donc là il revient avec L'amour ouf, film qui travaille depuis 10 ans, coécrit avec Audrey Diwan notamment, adaptation d'un livre, 35 millions de budget, qui se veut être une comédie musicale, à mi-chemin entre Scorsese, West Side Story et Quentin Tarantino. C'était passé d'un film auquel je n'avais pas particulièrement d'attente à une très grosse attente, parce que il y a des références, il y a une ambition à travers ce projet qui, en tout cas de ce que disait Gilles Lelouch, qui donnait extrêmement envie. Eh bien, le film est sympathique. J'ai des limites, et en même temps de l'autre, il y a de très grosses réussites. Une des très grosses réussites notamment, c'est son introduction qui, dès le début, te montre où veut aller Gilles Lelouch, comment il va y aller. Il va pas y aller par quatre chemins, il va te montrer directement que la violence dans le film, elle est là, elle est crue, elle est frontale. Et puis tu as cette géniale scène de fusillade, tu ne vois la fusillade qu'à travers les ombres projetées, et en plus elle se finit de manière vraiment brutale pour le coup. Donc voilà, donc dès le début, le film commence, et ensuite flashback 20 ans en arrière avec l'enfance de nos deux protagonistes principaux. C'est une très très longue partie, c'est vraiment, le film est, on va dire, grosso modo divisé en 3 parties, et là, cette première partie dure 1h15. 1h15, c'est quasiment la moitié du film, pour vraiment mettre tous les enjeux, comprendre d'où vient cette relation, comprendre où les personnages vont aller, dans quelle direction. Et j'avoue que c'est ma partie préférée du film, car même s'il y a par instant, on dirait une sorte de trip nostalgique sur lequel Gilles Lelouch va se complaire dans une certaine époque, mais il arrive à bien construire les relations des personnages, même si des fois c'est un petit peu grossier. Je pense notamment lors du coup de foudre, où il va filmer les yeux, et je trouve que c'est plutôt mal amené de cet échange de regards. Mais après, on y croit, et surtout, je trouve que les deux acteurs sont fabuleux, les deux jeunes. Alors, je vais essayer de retrouver leur nom, que ce soit Malik Frika ou, pour moi, alors je dirais c'est la révélation, même si elle a eu d'autres films avant, c'est Mallory Wanek, qui du coup interprète Adèle jeune, on va dire, enfin Jackie jeune. Elle est bluffante. Vraiment, elle arrive à imposer sa présence à travers la caméra, elle arrive à tenir tête. Et durant cette première partie, il y a un vrai soin encore une fois, il y a un vrai soin qui est pris au niveau des décors, donc dans cette ruralité du Nord, que ce soit aussi au niveau de la photographie, qui par instant se permet quelques petites envolées lyriques. Je pense à notamment la scène où ils sont dans de ce que je pense la cour d'école, et que d'un coup, ils se retrouvent seul à seul avec un projecteur qui les suit, et ils vont danser. Et cette scène est belle, cette scène est douce, et cette scène est extrêmement bien chorégraphiée, cette scène est vraiment bien éclairée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver durant tout le film, c'est que c'est un film très vivant, c'est un film qui a vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, et il va t'en mettre partout durant le film, et ça, c'est extrêmement agréable. Par contre, et c'est pas pour rien que je vous ai parlé du Grand Bain auparavant, c'est que là où le Grand Bain avait quelque chose de très tendre envers ses personnages, des personnages brisés, où on avait une certaine sensibilité. Là, c'est l'autre partie de Gilles Lelouch, c'est que ça crie, et surtout le personnage de Clotaire, ben, déjà c'est le personnage principal. L'histoire de ce film, c'est plus Clotaire qui est amoureux de Jackie, plus que l'histoire d'amour entre Clotaire et Jackie. Parce que Jackie, au bout d'un moment, elle n'existe qu'à travers les actions et le regard de Clotaire. Ce qui est un petit point qui me dérange, parce que j'aurais bien aimé suivre les deux au lieu que de ne suivre qu'un seul. On suit évidemment le parcours de Jackie, mais suffisamment peu, en tout cas bien moins que celui de Clotaire. Et cette violence, c'est quelque chose qui est pas forcément agréable à suivre, parce que bon voilà, si vous voyez Gilles Lelouch dans Bac Nord qui dit t'as pas connu les quartiers nord, nous on y était, mais c'est exactement ça. Et ce film, c'est pendant 3 heures vraiment ce truc d'un peu, pas de mafieux, mais vraiment d'ultra violence. Alors le film te prévient directement, c'est une sorte de comédie d'amour ultra violente, mais c'est vrai que ça se sent tellement que c'est un film écrit par un mec sur certains instants, comme la violence est exacerbée. C'est vraiment quelque chose qui me rebute par instant, même si le film va te dire ah là là j'aime pas la violence, bah tu vas quand même vachement la mettre en scène, vachement l'iconiser, et c'est vrai que sur certains aspects ça en devient un petit peu lourd à suivre. Autre point qui, alors c'était une petite surprise, mais une mauvaise surprise, c'est que beaucoup vont vous parler de ce film comme étant une comédie musicale. Alors, même si certains vont continuer de défendre ce terme, je tiens à prévenir, ce n'est pas une comédie musicale comme vous pouvez l'entendre. C'est-à-dire, c'est pas une comédie musicale où d'un coup la scène va se couper et les gens vont se mettre à chanter, d'autres vont sortir par derrière pour danser. Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, là, la partie musicale, ça va être des musiques. On va passer par diverses musiques, différents genres, mais c'est des musiques
pas originale. C'est-à-dire que ça va être de la musique réemployée, réutilisée. Alors, certes, ça va toujours être utilisé pour montrer le point de vue de nos protagonistes, dans quelle situation ils se trouvent, où est-ce qu'ils veulent aller. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit moment de frustration où tu te dis, putain, c'est con, mais vas-y, assume ton truc, vas-y, envole-toi et fais-nous chanter. Il n'y a qu'un moment où ça veut partir là-dessus, sauf que ça se met pas à chanter, ça se met que à danser. C'est vraiment dommage, d'autant plus que parmi les références de Gilles Lelouch, il y avait West Side Story. Tu le ressens par certains aspects, mais c'est dommage qu'il n'ait pas voulu prendre le chant et qui est juste au niveau de la danse. Ensuite, il y a aussi autre chose. Alors, c'est un petit aspect, mais sur cet aspect, vraiment, c'est un truc qui me dérange, c'est que je trouve que le personnage de la mère écrit pour Élodie Boucheuse est assez mal écrit. Enfin, certes, il y a une certaine sensibilité, il y a quelque chose de très doux, très calme, mais ça fait vraiment la mère qui pense à tout, pendant que le fils ou le mari ont des accès de violence. Enfin, ils ont vraiment besoin d'être assistés. Ils sont très maternalisés. Enfin, elle n'est que caractérisée à travers son rôle de mère. Et c'est vrai que ça fait partie des points qui me dérangent. Mais après, comme je vous ai dit, c'est un film plein de vie. Les 2h45, elle passe globalement assez vite. Il y a un casting qui est assez fou, parce que là je vous ai donné que ses rôles, mais il y a aussi par exemple Anthony Bajon qui n'a qu'une scène, mais alors en une scène il t'impose quelque chose qui est fou. T'as Alain Chabat que je trouve parfait, d'autant plus qu'il joue un rôle qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il y a que par instant où on sent du Alain Chabat, mais dans l'ensemble il a vraiment une partition qui est unique et qu'il arrive vraiment à s'accaparer. Et après, le reste du casting, c'est à peu près ce que les acteurs ont l'habitude de jouer. Zadi fait du Zadi, Vincent Lacoste fait du Vincent Lacoste. C'est très agréable de voir un petit peu toutes ces têtes d'affiche et je pense qu'il y en avait besoin pour soutenir ce film, faire en sorte qu'il puisse exister. Ce qui donne un résultat assez agréable, même si certains ne sont là que pour une ou deux scènes. Il y a vraiment quelque chose de dire « Ah, ça fait plaisir de voir tous ces visages, ça fait plaisir de suivre cette histoire », même si pour moi, comme je vous ai dit, en fait, il y a un creux, un moment, au bout d'une heure. Après les 1h15 où est-ce qu'on va ensuite enfin passer dans l'âge adulte, il y a un moment où le film ralentit un petit peu. Quand bien même il va placer des pions pour atteindre 30 dernières minutes, je trouve que c'est un petit peu dommage comment c'est amené. D'autant plus que c'est un moment où tu as des relations auxquelles je ne crois pas. Il y a une relation d'amour que va avoir Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos à laquelle je ne crois pas. Qui est hyper mal amené, qui en plus est fait sur du gros mal gaze. Donc il y a par aspect en fait le film me dérange un petit peu par son écriture, par ce qu'il me raconte ou par ce qu'il me montre, parce que j'ai vraiment l'impression de voir un truc assez bourrin, très mascu. Et par instant, le film est une pure merveille. Donc, je suis un peu mitigé, parce qu'il y a vraiment cette première heure et quart que je trouve incroyable, où j'ai quasiment tout regardé. Et ensuite, il y a la seconde moitié du film où, par instant, je suis moins emballé. Il y a une scène dont j'ai pas parlé et sur laquelle je voulais vraiment revenir parce que je la trouve magnifique, c'est la scène de l'hôpital. C'est une scène que je trouve vraiment juste parce que c'est un des moments où le film se pose et il laisse parler ses comédiens. C'est un des passages qui est le mieux écrit du film. Et il y a vraiment quelque chose de vraiment beau qui en ressort. Et il y a aussi, à peu près au niveau de cette période-là du film, un petit peu plus en amont, il y a une sorte de rappel que le film fait, qui fonctionne hyper bien, qui est vraiment beau. Et à partir de là, le film plonge dans une partie qui me plaît beaucoup plus, parce que ça va plus explorer l'amour, le vrai sentiment, avec cette grandiloquence, et qui fonctionne beaucoup, je trouve. Est-ce que le film peut partir avec quelque chose de palmarès ? Honnêtement, j'y crois pas. Certains commencent à se dire pourquoi pas dans un monde une palme d'or, à voir. Mais voilà, c'est un film que j'ai trouvé inégal par instant, mais plein de vie. Et voilà, donc hâte de voir comment ce film va évoluer à travers les différentes rencontres. Il va y avoir des avant-premières. Je crois que de souvenir, il va sortir en octobre. Donc hâte de voir aussi ce que les gens vont en penser. À la croisette, il y avait ces deux trucs, c'était inégal mais plein de vie, donc voilà, j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet avant-dernier ou avant-avant-dernier épisode. Demain, je vais vous parler de 3 films notamment, ainsi que de la rencontre avec George Lucas et potentiellement nos envies et pronostics ici à la coloc pour le palmarès. Et enfin, un dernier épisode où je reviendrai sur le palmarès et les derniers films que j'aurai vus. Merci encore de suivre un petit peu cette aventure. J'espère que ça continue de vous plaire. Et on se dit à demain, justement.
Et en attendant que je revienne, eh bien allez voir des films. Et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, salut, des bisous et à demain. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.